Le chauffeur de taxi, qui était un peu curieux de me demander ce que je venais faire ici, je lui ai dit que je m'adresserais à une foule de quelques centaines de personnes. Hey, il dit, comment vous faites sans les voir? Il dit, moi, ça me stresserait tellement. Ben, j'ai dit, je m'imagine qu'ils sont 5. Mais c'est une blague parce que je sens très bien votre présence et je m'en réjouis. Je suis très heureux qu'on puisse être ensemble pour passer un moment ce matin. Heureusement pour moi, j'étais occupé avec les micros, donc je n'ai pas entendu ce qu'André a dit. Il avait l'air à mettre la barre haute et j'aime autant me présenter moi-même. Je vais la descendre un peu. Alors écoutez, ce qui fait qu'on est ensemble ce matin pour parler de la réalité de la vue qui change ou de l'absence de la vue. Je suis moi-même non-voyant de naissance. J'ai vu un petit peu jusqu'à l'âge de 2 ans, mais les souvenirs, j'en ai pas. Par contre, la vie a fait en sorte que je suis devenu psychologue et que depuis 36 ans maintenant, j'accompagne des gens en thérapie. La grande majorité sont voyants, mais aussi j'ai été impliqué dans différentes associations touchant la déficience visuelle et j'ai accompagné en thérapie des gens qui étaient en perte de vision de toutes sortes de façons et à toutes sortes de vitesses. Et il y a une vingtaine d'années particulièrement où j'étais tellement heureux de gagner ma croûte et celle de ma famille, parce que j'ai 3 enfants, comme psychologue, j'ai voulu aider les gens qui vivaient avec une déficience visuelle à se rapprocher du marché du travail. Vous savez, en déficience visuelle, les courbes du chômage s'inversent, c'est-à-dire il y a à peu près 5 à 6 % des gens qui travaillent à temps plein et 90 % et plus qui sont soit sans emploi, dans des emplois très, très précaires. Alors, on avait mis sur pied une organisation il y a 20 ans qui donnait des cours de formation en massothérapie comme agent de centre d'appel. Et à travers ces formations-là, je m'occupais du développement personnel et de l'intégration des gens au milieu du travail. Donc, j'ai accompagné individuellement plusieurs personnes qui étaient dans des cheminements de perte de vision. Alors, à ceux qui me disent parfois oui, ben moi je suis en perte de vision, ben toi c'est pas pareil, tu as toujours été handicapé visuel. Et à ça je réponds, ben tu as tout à fait raison, c'est pas pareil. Par contre, il y a certaines similitudes et il y a surtout un parcours qu'on va refaire ensemble de manière à ce qu'on aille vers l'accueil de l'humanité en nous, hein, l'accueil de comment un humain réagit quand il est face au stress. Alors, vous savez, on vit dans un univers où les stress sont multiples. D'ailleurs, la vue elle-même comporte plusieurs stress. Hein? Moi, je viens d'une famille où il y a plusieurs coiffeurs, coiffeuses, donc l'esthétique était très important. Et je pense que ça a été une de mes motivations aussi à devenir psychologue. Je trouvais ça tellement malheureux que les voyants s'en fassent autant avec des détails de cheveux frisés, pas frisés, raides, blonds, noirs. Je me suis dit, il faut faire quelque chose pour eux autres, ça n'a toujours même pas de bon sens. Et le miroir hein, est un ami ou un ennemi, ça dépend des matins. Ça n'a jamais été un problème pour moi, mais je l'ai observé autour, comment ça peut être difficile. D'ailleurs, il y a des facilités hein, quand on ne voit pas. Hier, j'ai demandé à ma blonde, m'aiderais-tu à quel vêtement je pourrais mettre demain? Fait qu'elle m'a préparé un petit kit. Ce matin, je le laissais, puis je n'étais pas bien.
Et je me suis dit d'aller parler à des gens de mieux-être en étant mal dans mes vêtements, ça part pas du bon pied. Alors, je me suis trouvé un kit moi-même et je me suis dit, de toute façon, les gens trouvent des excuses pour moi. Ah ben, c'est parce qu'il ne l'a pas vu, il ne sait pas. Ça ne matche pas vraiment, mais il ne l'a pas réalisé. Puis, fait qu'on peut s'habiller vraiment confortable, puis il n'y a pas personne qui va nous chicaner. Quand je parlais de stress, c'est reconnu maintenant en médecine, en psychologie, il y a 4 grands facteurs qu'on peut observer qui précèdent le stress. C'est-à-dire, pour un être humain, tout ce qui est nouveau en soi amène un certain stress, même si c'est du nouveau voulu, choisi, désiré, et qu'on a pu même identifier nous-mêmes le rythme à laquelle ça allait arriver. Donc, quand quelque chose est nouveau, c'est normal que ça génère un stress. Or, que notre vue change, puis habituellement, si on est ensemble aujourd'hui, c'est qu'elle n'a pas changé pour le mieux, c'est un stress. L'imprévu est un autre des grands facteurs. Donc, tout ce qui nous arrive qu'on n'a pas planifié génère en soi un stress. Or, je n'ai pas connu grand monde qui ont choisi de perdre la vue. C'est assez rare qu'on fait ce choix-là volontairement. Donc, c'est imprévu. Il y a un troisième facteur, et là, il faut s'entendre sur le fait que ces facteurs-là s'additionnent, voire même se multiplient. Donc, un en soi, c'est stressant, mais quand on en a deux, ce l'est plus. Or, tout ce qui est nouveau, tout ce qui est imprévu, ça en fait deux. Le troisième, c'est l'impression, le sentiment de perdre le contrôle. Or, quand on voit moins qu'on voyait, bien, on s'entend qu'il y a plusieurs situations où on a l'impression d'avoir moins de contrôle qu'avant. Troisième grand facteur. Quatrième, c'est le sentiment ou la crainte d'une atteinte à son intégrité, soit physique ou psychique. Bien, avec la perte de vision, aux deux niveaux, c'est une réalité. C'est-à-dire, on a l'impression d'être moins efficace dans certaines tâches, donc peur de se blesser, peur de ne pas voir venir le trafic du côté où on le voyait avant, ou avec autant d'acuité qu'avant. Et le qu'est-ce que ça a l'air, qu'est-ce que j'ai l'air, qu'est-ce que j'ai l'air si je me cherche, qu'est-ce que j'ai l'air si je n'ai pas vu quelqu'un que je connaissais, qui avant je l'aurais salué, mais là je ne le vois plus, je ne l'ai pas salué. Et qu'est-ce qu'il va dire, qu'est-ce qu'ils vont penser, qu'est-ce que pensent les autres. Gros facteur de stress. Bon, ce n'est pas uniquement relié à la perte de vision, le stress de ce que pensent les autres, mais ça en fait partie. D'ailleurs, ça m'a toujours fasciné, ça. On se demande souvent qu'est-ce que les autres pensent. Ça prend beaucoup de place, bien, pour certaines personnes plus que d'autres, mais c'est quand même présent dans nos vies. Quand en réalité, là, quand on vérifie concrètement, c'est bien rare que les autres ont autant de temps à mettre sur notre cas qu'on pense. Les autres sont bien occupés avec leur vie et c'est bien rare qu'ils ont autant de temps à mettre sur notre situation que ce qu'on s'imagine. Et à la limite, ceux qui ont bien du temps à mettre sur notre cas, ce n'est pas un problème pour nous, c'est surtout un problème pour eux. Parce qu'ils sont en train de s'occuper de nos affaires, probablement qu'il y a un petit bout des leurs qui est en souffrance. Mais c'est quand même fort. Je vous donne l'exemple. L'année passée, je faisais le trajet de la maison au bureau, un trajet que je fais qui me prend à peine 6 minutes, que je connais par cœur. Je le fais même des fois sans canne blanche parce que
pour toutes sortes de raisons, je me suis fait déposer au bureau, je n'avais pas ma canne, tellement je le connais. Un bon matin, puis il faut dire que je ne suis pas tellement prudent avec, je marche assez rapidement. Je pourrais dire que globalement, je dépasse plus que je me fais dépasser à la marche, donc c'est un petit peu plus la moyenne. Et dans ce trajet connu, à un moment donné, s'est retrouvée une pancarte qui annonçait des travaux, qui était arrivée là une demi-heure avant que je passe. Et pour ceux qui ne vivent pas à Québec, Québec ont une signalisation très particulière. C'est un trépied de métal qui pèse à peu près 50 livres, au bout duquel il dépose une belle plaque métallique ovale de 3,8 d'épais, donc c'est juste assez pour couper, puis assez pour être solide. Donc, je rentre dans le trépied parce que je pensais à d'autres choses, puis il devait passer un camion à côté en même temps. Bref, je l'ai pas, la canne ne l'a pas perçue, moi non plus, et on est rentré en collision à une bonne vitesse. Je me suis frappé le genou, puis je me suis coupé le dessus de la main. Ça saignait joyeusement, une bonne entaille. Et j'étais encore sous le choc, là, étonné et sonné. À peine les premières pensées qui me sont venues, y a-t-il quelqu'un qui m'a vu? Non, mais il faut le faire, là, hein? Le sang coule. Et là, bien, étant donné que j'ai un peu d'expérience de la chose, je me suis auto-traité en me disant, c'est ça le principal? Ben non, c'était pas ça le principal. Fait que je me suis organisé pour me donner les premiers soins puis faire ce qu'il y avait à faire. Mais c'est quand même étonnant. C'est pour dire la force de ça. Ça monte en dedans de nous. D'ailleurs, c'est les découvertes des nouvelles des 15 dernières années dans les neurosciences. On s'est aperçu que, ben, finalement, on a essayé bien des techniques, mais l'être humain ne peut pas contrôler ses pensées. Ça monte, ça nous vient à l'intérieur et on n'a pas de maîtrise là-dessus. Ce sur quoi on a plus de prise, c'est qu'est-ce que j'en fais et qu'est-ce que je fais avec. Alors, une des questions, une des clés, moi, que je trouve utile, et on peut l'utiliser dans le contexte de la perte de vision, quand j'ai une pensée, est-ce qu'elle m'est utile? Est-ce que je peux faire quelque chose avec? Sinon, je peux la laisser passer. Parce que je peux en souffrir si je la contemple trop longtemps. La recette du bonheur, il n'y a pas vraiment personne qui l'a trouvée, on a à la faire nous-mêmes. Il y a une recette du malheur qui marche assez bien, par contre, pour tout le monde, c'est on a juste à penser à tout ce qu'on n'a pas qu'on aimerait avoir, ou tout ce qu'on a qu'on ne veut pas perdre, ou tout ce qu'on a qu'on ne voudrait pas avoir. Puis se concentrer là-dessus, puis y revenir souvent pour être sûr que la journée va être longue. Or, on a à trier comme ça à travers nos pensées entre celles qui nous aident et celles qui ne nous aident pas. On revient à nos 4 facteurs. Donc, dans la perte de vision, les 4 facteurs de stress sont là. Et le stress peut devenir assez grand pour créer de la détresse par moment. Alors, ce que j'avais envie de vous proposer comme parcours ce matin, c'est qu'on prenne le temps d'écouter ensemble les émotions difficiles, la détresse que ça peut amener perdre la vue. Et après, on va aller vers qu'est-ce qui aide à faire face. La détresse que ça occasionne, entre autres liée au facteur de stress, mais liée à tout ce que ça veut dire dans les petits détails du quotidien, fait en sorte que on va y aller en gros, et c'est sûr que sur 300 quelques personnes ici, vous n'êtes pas tous à la même place, vous n'êtes pas tous dans votre cheminement. Donc, je vais y aller avec des grandes généralités et je vais vous demander
de filtrer ce qui vous touche, ce qui vous appartient, de ce que vous trouvez moins pertinent pour vous, mais je vais essayer d'y aller en général, sachant bien que vous aurez vous-même à repatrier les choses dans vos propres mots, dans votre réalité. Il y a une première phase que je nommerais la phase des lunettes roses, c'est-à-dire la première phase, et c'est les mêmes phases dans le deuil. D'ailleurs, on perd la vue comme on vit, hein? On ne fait pas ça autrement que le reste de notre vie. Donc, on va traverser cette épreuve, disons-le, un peu comme on traverse les autres épreuves de notre vie. On ne sera pas différent tout à coup au niveau de notre réalité visuelle qu'on l'est ailleurs dans la vie. Il y a une première phase de négation, c'est-à-dire on ne veut pas trop le voir, qu'on voit moins. Et tout ça, c'est humain, là. Tout ce que je vais amener là, ça vous est sûrement arrivé un petit peu plus, un petit peu certains matins. C'est des phases qui, en gros, se traversent, mais on revient un peu sur nos pas de temps en temps. On fait un petit pas de côté. Ce n'est pas une ligne droite. Et ce n'est pas un escalier marche par marche. D'ailleurs, c'est un peu comme ça qu'on fonctionne les humains, hein? Quand on a un choc, quand l'enfant est insécurisé, là, il revient vite dans les bras de ses parents. Adulte, c'est plus dans les bras de nos parents, mais on revient dans nos vieilles habitudes, dans des relations sécurisantes, ce qui est normal. Or, dans cette première phase-là de négation, on ne veut pas trop voir les émotions que ça nous fait vivre, puis c'est normal qu'on essaye de ne pas trop rentrer là-dedans. On essaie que ça ne paraisse pas, puis on va prendre toutes sortes de moyens pour pas que ça paraisse. Et pour pas que ça paraisse aux yeux des autres, puis à nos propres yeux aussi, là. On ne veut pas trop embarquer là-dedans. Et c'est une période où le stress peut faire en sorte qu'on embarque dans... si on a déjà une tendance à travailler pas mal, à travailler encore plus. Si on aime les voyages, à voyager beaucoup parce qu'on veut tout voir avant de moins voir. Et ça peut s'accélérer, ça, là. Puis on peut devenir pas mal hyperactif, ce qui peut être exigeant pour notre système nerveux puis ceux de nos proches. Hein. On peut... on devient moins reposant. Et c'est normal. Hein. Dans l'être humain, on navigue souvent entre le trop ou le passé, puis on oscille entre les deux, puis on essaie de se faire un équilibre fragile qui est toujours à renégocier. Alors, ben, c'est comme ça aussi dans cette réalité-là de perte de vision. Alors, dans cette phase-là de négation, quand les gens nous posent des questions sur « ben ça t'inquiète-tu? » « Oh non, pas tant que ça. » On est plus dans minimiser. C'est ce qui me faisait synthétiser ça par les lunettes roses. Et puis quand ça prend un peu plus d'ampleur, notre perte de vision, puis que là, on est confronté plus, bien là, ça se peut qu'on évite de plus en plus les situations qui peuvent nous mettre dans l'embarras ou faire en sorte que ça paraît plus. Fait que là, on va être porté à sortir plus souvent dans les restaurants qu'on connaît, puis on va hésiter à aller dans les nouveaux. On va retourner dans des endroits qu'on connaît bien. On va avoir envie de voyager, de revenir sur nos pas dans des vieux trajets de voyage plutôt que d'aller vers la nouveauté. Et c'est normal, c'est humain. Bon. En autant que c'est passager, il y a des circonstances qui font que les gens peuvent avoir besoin d'être plus longtemps dans cette phase-là et être confrontés plus longtemps à de l'isolement. Parce que tout ça, on s'en va vers un peu plus d'isolement.
Hein? On va se donner des raisons pour ne pas aller à tel souper, pour ne pas aller à telle réunion, pour ne pas aller à telle soirée qui pourrait être un peu plus embarrassante. Alors ça, c'est cette phase-là de négation. Là, quand ça prend un peu d'ampleur, puis que c'est un petit peu plus dur à se faire croire qu'on voit autant qu'avant, puis encore plus dur de le faire croire aux autres parce qu'eux autres, ils nous voient aller. Eux autres, leur vision est restée la même, fait qu'ils nous voient aller, puis ils s'aperçoivent bien que ça ne va plus. Là. Il y a des situations qu'on a besoin d'aide. D'ailleurs, j'ai envie de faire une petite parenthèse par rapport à ça, que je trouve centrale. J'ai tellement le souhait que ça puisse dégonfler un peu des inquiétudes ou des embarras que vous avez par rapport à demander de l'aide. On vit dans une société qui amène une grande confusion, puis ça, ben, ça s'est inscrit dans les 2 derniers siècles surtout, où on prône l'autonomie et l'individu. Or que c'est une illusion totale. Pourquoi une illusion totale? Si on est ici ensemble aujourd'hui, là, on peut penser qu'on a eu de l'autonomie parce qu'on s'est emmené en voiture puis qu'on a conduit nous-mêmes pour ceux que c'était possible. Ou il y a eu les autobus. Hein? Bon, il y en a qui ont eu la chance de s'en venir par bus ce matin, j'ai entendu ça. D'ailleurs, très heureux de vous accueillir à Québec, sachant que vous avez fait tout ce trajet pour partager ensemble aujourd'hui. Mais si on réfléchit, les vêtements qu'on porte, j'en parlais de vêtements tantôt, l'hôtel dans lequel on se rencontre, les routes qu'on emprunte, les véhicules qu'on a empruntés pour être ensemble ce matin, tout ça, c'est relié à un engrenage infini de gens qui ont contribué, qui fait que ça permet qu'on soit là ensemble. La nourriture qu'on mange, les objets qu'on utilise, les cellulaires, on peut avoir à certains égards contribué un peu, mais largement on dépend les uns des autres, constamment et dans toutes les sphères de notre vie. Or, d'entretenir l'illusion de l'autonomie, oui, c'est agréable, je suis d'accord avec vous, de faire des petits bouts par nous-mêmes. Je suis le premier, moi, à avoir du plaisir à faire de la plomberie. Hier après-midi, j'ai passé l'après-midi à bricoler une rampe de galerie que j'aurais pu faire, mais j'aime bricoler, donc je l'ai fait moi-même. C'est plus long, mais j'ai du temps. Ouais, c'est pas grave. Hein? Quelqu'un me disait il n'y a pas longtemps, « C'est de l'ouvrage, perdre la vue. » Je dis « Oui, mais on est des bons travaillants. » Alors, donc, l'autonomie, c'est une illusion. On vit, et quand on réalise profondément ça, d'ailleurs, ça apaise la barre d'avoir à tout faire nous-mêmes. Et cette nécessité de l'autre nous fait apprécier les autres êtres humains. Moi, quand je vais à l'épicerie, là, c'est jamais banal. Ma blonde est capable, parce qu'elle voit rentrer à l'épicerie, prendre 3-4 items, parler seulement à la caissière puis ressortir. Ça a été banal, elle ne s'en souviendra pas. Moi, quand je vais à l'épicerie, c'est sûr que pour les mêmes 4 items, je vais avoir à demander à 2 personnes de l'aide. Puis là, parce que j'ai demandé à la personne, pardon, les endives ont été déplacées, est-ce que vous savez? Oui, ils sont là, monsieur. Ah, sont belles, regardez ce paquet-là. Puis là, ben, et là, ça peut être des clients, clientes. Des fois, c'est le personnel parce qu'ils me connaissent, puis ils viennent à ma rencontre.
Mais ça arrive qu'ils sont occupés, puis c'est des gens sur le plancher. Alors, on fait des blagues avec la fraîcheur, la grosseur, le prix des légumes. La personne repart contente d'avoir aidé quelqu'un parce qu'elle aussi, là, elle voit, donc son épicerie aurait été probablement banale. Mais là, elle a aidé quelqu'un, elle ressort le sourire aux lèvres. Moi, je ressors de là avec mes endives, mes oranges, bien content d'avoir été aidé. Ce qui aurait été banal est devenu une rencontre humaine. Or, de moins voir, là, ça provoque des rencontres qui n'auraient pas eu lieu. Et c'est d'une richesse inestimable à partir du moment où on l'accepte et on va vers. Or, c'est comme ça dans les transports, c'est comme ça. J'ai déjà fait le calcul une fois où j'avais eu à aller à Saint-Léonard, à Montréal, mais dans un secteur peu desservi par le transport en commun. Et de la porte chez moi à aller à ma rencontre et revenir à Québec, j'ai dû demander 31 fois de l'information. Autobus, taxi, métro et j'en passe, à la billetterie et autres. Or, c'est, j'oserais dire, un des handicaps majeurs qui, pour moi, est triste, c'est l'orgueil. On est aux prises avec l'orgueil de faire nous-mêmes, l'orgueil de paraître au-dessus de nos affaires, l'orgueil de... Et j'ai un souhait profond en venant ce matin. Si on pouvait baisser d'un cran notre souffrance de l'orgueil, déjà on aura fait un pas aujourd'hui et on sera soulagé la vie dans plusieurs situations concrètes. Or, dans notre cheminement, on était à la deuxième étape. Première étape, négation, lunettes roses. Comme l'être humain passe souvent d'un bord de la ligne à l'autre, on rentre dans la deuxième phase qui, là, c'est plus les lunettes noires. Puisque là, on ne peut plus se faire à croire que ça ne paraît pas, puis que bon, les limitations ont grandi un peu. Et les limitations au niveau visuel, on s'entend. Si je dis ça, c'est pas parce que la dégénérescence se passe au niveau des yeux qu'on dégénère partout là, dans notre vie. Heureusement, le cerveau ne suit pas la même courbe, là. Et le cœur non plus. Parce que ce que je suis en train de parler par rapport à l'ouverture aux autres, ben c'est que ce qu'on perd par la dégénérescence visuelle, bien heureusement, on peut le gagner au niveau du cœur. Et ça, c'est le grand cadeau. C'est le grand cadeau qui est sous-estimé au départ, mais qui grandit en cours de route. Potentiellement, tout ça, c'est un potentiel. La phase lunettes noires, c'est que là, on voit ça plus sombre que c'est sombre. Et là, ça va de l'autre bord. La conscience va prendre le pas sur la négation. Et là, on va devenir... Il peut y avoir des épisodes, des périodes, des journées plus pessimistes, plus sombres, où on a l'impression que on imagine le pire, puis on l'imagine, même si ce qu'on imagine peut peut-être jamais arriver ou arriver dans 15 ans, ben c'est comme si c'était après-midi. Et là, on peut devenir une phase plus dépressive. Et qui est humaine, qui est normale. Ça vous arrive des journées inévitables. C'est normal, c'est humain. Tellement qu'il y a des fois là, qu'il nous reste juste la phrase qui peut des fois aider un peu, c'est-à-dire « Et maudit que je me sens mal ». Mais ce n'est pas parce que je me sens mal que ça va plus mal. Ça fait juste que je me sens plus mal. Mais il n'y a rien qui a changé tant que ça autour, puis ma vue n'est pas si tant pire qu'hier.
Bon, j'ai peut-être perdu un petit coin de tuile au plafond, là. Ben non, à terre dans la salle de bain, là, bon. Mais c'est pas tant plus grave qu'hier, mais je me sens plus mal qu'hier. Ah, ça aussi, c'est humain. Et on a à s'accepter là-dedans. Et dans l'ouverture à l'autre, dont je parlais tantôt, une des dimensions est à considérer. Il est normal, comme on en parlait, de revenir dans du connu quand on est souffrant, de régresser dans des vieilles habitudes, dans des vieilles pantoufles qui sont confortables au niveau de nos habitudes et au niveau relationnel. Ça se peut qu'on, dans notre isolement, qu'on se rapproche de nos proches et qu'on s'éloigne des moins proches. Ce qui fait que ça peut amener une certaine pression dans nos relations, dans le couple, avec nos enfants s'il y en a encore à la maison, parce que, bon, j'ai l'impression de m'adresser à des gens plus proches de la cinquantaine que de la quinzaine. Et là, vous me corrigerez, je vois pas plus vos cheveux blancs que je vois les miens. Alors, on peut avoir, pendant une période, le réflexe de se recroqueviller dans la maison, dans l'appartement, avec nos proches. Ce qui peut créer une certaine pression sur eux, parce qu'eux aussi ont à vivre les étapes, eux aussi ont à vivre un certain deuil de choses qu'ils pouvaient faire avec vous avant, qui est moins possible. Surtout, ils vivent de l'impuissance parce qu'ils peuvent, bon, des fois vous aider à lire une recette que vous n'êtes plus capable de lire, ou ils peuvent aider, mais il y a plusieurs niveaux, ils se sentent comme vous, impuissants. Et une des clés dans ce que je tente de vous partager, c'est l'importance d'ouvrir à l'aide extérieure. Il y a des centres de réadaptation, où il y a des gens habitués à la situation que vous vivez, autant au niveau psychologique qu'au niveau physique. Et c'est bon d'aller chercher, ça amène de l'air frais. D'abord, on peut aller chercher des connaissances qui vont nous aider, mais aussi du support qui peut nous être apporté et qui va dégager notre relation avec nos proches. Parce que dans leur impuissance, une chose que nos proches vont avoir plus de difficultés à recevoir, c'est la colère. Quand vous êtes en beau joie le vert de ne pas trouver votre clamolette ou votre thermomètre ou peu importe l'outil que vous cherchez, vos clés, ou peu importe, nos proches sentent dans notre colère notre détresse et ça, c'est difficile pour eux. Alors, puisque c'est bon des fois de laisser sortir la colère, bien, il vaut mieux se trouver d'autres mondes avec qui ils vivent. Et eux qui sont plus dégagés au niveau affectif, donc ils ne prendront pas personnel. Et ça va permettre, parce que c'est dans cette étape-là de lunettes noires, c'est important d'accueillir notre vulnérabilité, notre déprime, puis notre colère qui vient avec, la frustration. Ça amène beaucoup de frustration qui fait que ça monte en dedans, ça bouille. Et des fois, on a peur d'aller dans notre détresse, comme si on l'écoutait, ça allait plus avoir de fin, puis on tente de mettre le couvercle sur la marmite, puis
bien malheureusement, c'est nous qui fournissons les deux énergies, celle qui pousse pour que ça lève, puis celle qui retient. Fait que c'est très énergivore. Alors, ça m'arrive de dire à mes clients, moi, dans d'autres circonstances, mais dans celle-là aussi, vaut mieux une petite dépression de 15 minutes par jour qu'une grosse de 6 mois parce qu'on a tenu le couvercle fermé trop serré. Alors, là aussi, c'est pas parce qu'on se sent mal pendant une demi-heure que ça veut dire qu'on va se sentir mal de même pour le reste de l'année. Alors, en accueillant notre humanité, en accueillant comment c'est inévitable qu'on se sente frustré, déçu, triste, ça va nous permettre de passer à la troisième phase qui est faire face. Tout ce qui peut nous aider à faire face, dont les outils que je viens de mentionner, maintenant, il y a plein d'outils visuels, les téléphones adaptés, il y a plein d'affaires sur les cellulaires maintenant là, qui peuvent... D'ailleurs, je vous parlais de bricolage hier. Moi, là, je mets ma rampe d'escalier de galerie au niveau, avec le niveau sur mon iPhone. Ah, c'est génial. -1, +1, 0, c'est super. Bon. Ça amène d'autres choses aussi, ces cellulaires-là. Vous savez, ça fait 30 ans que mon bureau est sur la rue Maguire à Québec. Donc, tous les commerçants autour, on se connaît. Les gens me saluent beaucoup sur la rue. Alors, ça arrive régulièrement que je croise quelqu'un qui dit « Bonjour ». Ah, bonjour! Et là, je m'aperçois, il continue au téléphone, tu sais. « Ouais, je voulais te dire que la commande n'est pas rentrée. Alors, je peux vous dire qu'il y a des salutations qui se perdent sur la rue Maguire régulièrement. Oui, ça, c'est le vécu des cellulaires. Ah, oui, ce qui aide à faire face, et c'est là que si on dépasse la barrière d'avoir peur de demander de l'aide, ça va aider. D'ailleurs, quand on y réfléchit, c'est comme si tout à coup, moins voir atteignait notre dignité, comme si on était moins valable, qu'on avait moins de valeur. Comme si tout à coup on devenait moins. Or que ça n'a absolument rien à voir avec la valeur de la personne. Moi, si je regarde l'heure sur ma montre parce que j'ai une montre braille et que vous regardez l'heure, il y en a qui probablement voient encore leur montre parmi vous. Il y en a peut-être qui sont avec une montre parlante. Donc, peu importe de la manière dont on a accès à l'heure, l'objectif, c'est de savoir l'heure. On s'entend? Ah, y a-t-il une manière mieux que l'autre? Bien, il y a celle la plus adaptée pour la personne qui veut savoir l'heure. Mais en soi, de lire en braille ou de lire le journal avec les yeux, bien, en autant qu'on a l'information qu'on désire. Mais c'est curieux comment ça devient identitaire. C'est comme si... Et bien, je l'ai vécu... Moi, on m'a parlé la première fois de la canne blanche, j'avais 13 ans. Puis j'ai accepté de la prendre à 25. Et pour vous dire, là, la phase de négation là, dont je parlais tantôt, là, moi, ça a été une grosse dizaine d'années par rapport à la canne blanche, facile. Fait que je peux vous comprendre de prendre votre temps. Parce que, puis je savais que j'avais les yeux fermés, puis je me fais... Quand j'allais prendre une bière d'un bar avec mes amis à 16, 17, 18 ans, bien, c'est moi qui se faisais carter le premier, parce que là, j'avais de l'air un peu déjà gommé avant de rentrer. Fait que, tu sais, c'est une bonne idée de le laisser rentrer, lui, là, il est déjà...
Ça aurait été plus simple avec une canne blanche. Quand j'ai connu la canne blanche, puis comment ça facilitait les choses, et que je me suis trouvé coco de ne pas l'avoir pris avant. Mais bon, pour moi, c'était de rentrer dans la gang des handicapés, fait que je ne voulais pas ça. Et ça n'a pas été long, hein, ça a peut-être pris 3 semaines quand j'ai connu tout ce que ça pouvait m'apporter, puis comment ça facilitait les choses d'avoir un signal clair avec les autres. C'est bien mieux qu'ils sachent. Bon, c'est clair, ils vont m'aider si c'est nécessaire, puis ils vont me laisser aller s'ils voient que je n'ai pas besoin. Puis, donc, ça rend la communication claire et facile. Et c'est sûr que, bien ça aussi, au niveau de l'orgueil, puis au niveau même de la joie de vivre, il y a un réajustement majeur. Parce qu'on passe de, dans certaines situations, on le faisait nous-mêmes, à soit demander de l'aide, mais ce qui est le fun, moi j'apprécie beaucoup cet aspect-là, parce que l'expérience étant aussi faisant partie de votre parcours de route, bien, on passe de faiseur à accompagneur, c'est-à-dire, je ne sais pas, vous avez des enfants, des petits-enfants, des voisins. Si vous étiez un bon bricoleur, puis qu'il y a des choses que vous pouvez continuer à faire en adaptant les outils, puis ça, là, il y a plein de choses qu'on peut faire. Moi, j'utilise une scie à ondelets, là, une lame de 12 pouces avec un trait de scie de 14. Mes frères ne veulent rien savoir de ça. Ils viennent pas dans le garage quand je travaille. Ils ont peur de me voir aller avec ça, mais... Donc, ça se développe, les moyens. Je m'organise pour ne pas avoir les mains où il ne faut pas, là. Alors, donc, si vous êtes un bon bricoleur, c'est vrai qu'il y a des choses qui demandent la vision, puis vous êtes peut-être dans la phase la plus dure. La phase des lunettes noires, là, c'est que là, on constate les pertes, mais on n'a pas encore connu les gains. Fait que là, on est en déficit, hein, pour un bout. Et c'est la période la plus difficile. Justement parce que jour après jour, ah, ça, moins capable, plus capable, tu es obligé de demander de l'aide, bon. Puis c'est dur. Et on n'a pas encore trouvé les adaptations à des places où il va en avoir, ou d'autres façons de faire, ou d'autres façons de se satisfaire. Parce que ça peut être très agréable de partager notre passion avec d'autres qui vont faire ce qu'on n'est pas capable de faire. Puis nous, on a le savoir, puis le plaisir d'enseigner. Vous savez, ça fait beaucoup partie de ce que je tentais ça me tentait de vous partager ce matin quand on parle de dignité humaine. Qu'est-ce qui est le plus important pour un être humain? On pourrait résumer, là, si vous me permettez, parce que André a été très clair à me dire « tu as 1 heure top chrono ». Alors, je vais tenter de ne pas dépasser. Bien, le plus important pour un être humain, c'est d'abord être capable d'aimer, d'être aimé, de partager, d'enseigner, d'apprendre. Et c'est un bel exemple aujourd'hui. Moi, ça me réjouit de savoir qu'on est presque 400 personnes avec tout notre bon cœur à souhaiter s'entraider, à souhaiter aider d'autres, à souhaiter que l'organisation, que l'association puisse venir en aide à d'autres qui, bon, sont nouvellement arrivés dans ce parcours de vie. Bien, moi, je trouve ça extraordinaire. Et ça, là, bien, peu importe que la vue change, ça reste. Donc, l'essentiel reste. Pas en train de dire que c'est banal, perdre la vue, là. C'est 80% de l'information qui nous vient par les yeux. On s'entend que c'est un gros changement de paramètres. Mais
on peut continuer à nourrir notre passion, si c'était la cuisine, bien, d'accompagner nos petits-enfants, les voisines, les gens autour de nous qui veulent en apprendre plus en cuisine, puis qui sont plus gauches, plus nouveaux. C'est pareil en menuiserie, c'est pareil en photo, c'est pareil, peu importe ce que vous aimiez. Il y aura d'autres activités aussi qui, peut-être, vous faisiez moins, qui vont se présenter. Je vous donne l'exemple. Il y a 360 jours par année, moi, que je passe avec des voyants, dans un milieu de voyants. Je travaille avec des voyants, mes enfants sont voyants. Bon. Mais il y a 4 jours par année, 2 tournois d'échecs pour personnes malvoyantes qui ont lieu, un à Montréal, un à Québec. S'il y a des joueurs d'échecs dans la salle, là, ben, je vous en informe. Ça, pour moi, il y a un plaisir à retrouver un milieu où on est une trentaine, une quarantaine de personnes handicapées de la vue qui vont jouer pendant vendredi soir, samedi, dimanche aux échecs, avec des jeux adaptés pour ceux qui touchent les pièces. Donc, les pièces ont des chevilles en dessous et les jeux sont troués de manière à ce que les pièces sont stables sur le jeu. Il y a des gens avec résidus visuels, qui est plus votre cas. Eux vont jouer avec des jeux beaucoup plus grands. J'ai joué contre un, là, son jeu devait avoir à peu près 1 mètre par 1 mètre. Les carrés devaient avoir à peu près 6 pouces par 6 pouces. Les pièces, mes amis, c'était à peu près 6 pouces de haut. Mais il arrivait à voir mieux son jeu comme ça. Alors moi, j'avais le mien, mon jeu adapté de mon bar, lui le sien. Et ce qui est intéressant dans ces fins de semaine-là, bien, tout est prévu, il y a des bénévoles partout. Et c'est le fun, une fois de temps en temps, d'être dans un milieu qui a été complètement adapté. Et je peux vous dire que si la manière de jouer est un peu différente et qu'on pourrait dire que c'est une fin de semaine adaptée, le fun qu'on a là ne l'est pas adapté. C'est un fun noir qui vient du cœur. Je dis ça parce que très souvent, pour les gens moins familiers, ils ont l'impression qu'on a parti un centre communautaire ici à Québec, à Charlebourg, qui offre des activités de chorale, de yoga, de détente, de conditionnement physique, d'entraînement aux facultés intellectuelles, toutes sortes d'activités, pratiquement 7 jours semaine pour les personnes qui ont une déficience visuelle. Et la grande surprise des bénévoles ou des nouveaux qui arrivent, c'est de voir le fun qui se passe et l'entraide et le bon cœur et la joie de vivre qui s'en dégage. Les gens ont l'impression là, que parce qu'ils vont, plusieurs personnes handicapées de la vue, ça va être plate, ça va être, tabarouette. Tout le monde va être déprimé, quand c'est bon, je vais pas là, moi, c'est pas pour moi, c'est un... Eh boy! Si vous saviez tout ce qui... il y a un voyage organisé cet été dont je ne participe pas, mais ils partent une semaine au Nouveau-Brunswick, là. Le party est pris, puis l'autobus n'est même pas dans le cours. Mais souvent, il y a cette méprise où on a l'impression que parce qu'il y a des limitations, tout le monde va être déprimé, tout le monde... or que c'est le contraire. Bon, chacun vit ses petites difficultés quotidiennes, mais je veux dire, quand les gens sont en groupe, c'est par plaisir et par bonheur. Et ce que ça fait grandir aussi, ça fait grandir notre créativité. Parce qu'on ne peut plus faire avec les mêmes moyens qu'avant. On a à développer des moyens différents pour se donner des points de repère. Et ça, c'est une richesse.
très souvent, les voyants sont... On rentre dans un confort, hein, puis on vient pris dedans. Moi, ça arrive assez régulièrement, là, que je reçois des appels au bureau d'une cliente ou d'un client qui me dit « Bon, je le prends par un autre angle, puis j'y reviens, vous allez voir. Moi, là, pour m'en venir ici ce matin, là, j'aurais pu prendre le bus, j'avais le taxi possible, le transport adapté, j'aurais pu faire du covoiturage et c'est à peu près à 1 heure de marche, j'aurais pu le marcher de chez nous. OK? 5 possibilités. Il y a des gens là, qui m'appellent, des clients et des chefs d'entreprise parce que dans ma clientèle, je travaille avec la Maison des leaders, j'ai beaucoup de gens, bon, des directeurs, des chefs d'entreprise, des gens qui sont bien nantis là, dans toutes les sphères de leur vie. Ils m'appellent pour annuler leur rencontre parce que le char est au garage. Ils laissent ça sur le répondeur. Là. Ils sont mal pris. Ils ne peuvent pas être au rendez-vous. Et moi, ça me fascine, ça, parce que je me dis, OK, moi, j'ai 5 choix, puis eux autres ne l'ont pas. Ils ont juste leur char. C'est qui est handicapé, là? Parce que le handicap, c'est toujours une comparaison, hein? Bon, vous voyez des choses que je ne vois pas, j'entends des choses que vous n'entendez pas, bon. Alors, en fait, le handicap n'existe pas. La personne handicapée n'existe pas. Il n'existe que des situations handicapantes. C'est la situation qui est handicapante, pas la personne qui est handicapée. Et c'est important de faire cette nuance-là pour aider à ne pas entrer dans une dévalorisation. Alors, si le feu rouge, je ne le vois pas, bien, s'il est adapté avec un signal sonore, ça va être plus facile pour moi. S'il ne l'est pas, c'est plus difficile. Bien, c'est le signal, c'est le feu rouge qui est mal adapté, c'est pas moi. Merci beaucoup. Bonne fin de journée.